Pour votre Shabbat complet à emporter, commandez 24 heures à l'avance au 01 45 74 01 02. 01 45 74 01 02. RCJ. L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Telle est la mission que se targue d'accomplir l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, plus connue sous le nom d'UNESCO. On se demande à quelle paix elle œuvre en consacrant une partie non négligeable de ses activités au vote de résolutions anti-israéliennes, ou plutôt on craint de le savoir. Pour la deuxième fois en quelques mois, son conseil exécutif a en effet voté le 18 octobre un texte niant les liens historiques entre le peuple juif et la vieille ville de Jérusalem et effaçant au passage la présence chrétienne. Le représentant israélien a déploré qu'une organisation chargée de défendre l'histoire s'autorise à la réécrire et le gouvernement Netanyahou rompu tout lien avec l'UNESCO. En France, cependant, l'affaire n'a pas fait la une des journaux, ni suscité la moindre protestation catholique, mais elle suscite une grande émotion chez beaucoup de juifs, non pas tant à cause du vote du texte lui-même, représentatif de la rhétorique onusienne moyenne, mais parce que la France, qui avait voté le précédent texte, s'est cette fois-ci prudemment abstenue. Et je vous demanderai, cher Alain Finkielkraut, ce que vous inspire cette diplomatie, peut-être dictée par une certaine idée de nos intérêts. Nous évoquerons ensuite la primaire de la droite et du centre, après le débat de jeudi, et vous nous direz peut-être si l'élection annoncée d'un Alain Juppé qui se présente comme la réincarnation de Jacques Chirac est une bonne nouvelle pour notre pays. Mais commençons par le texte voté par le Conseil exécutif de l'UNESCO. Il avait été présenté par des représentants palestiniennes et des délégués de nombreux pays arabes, Égypte, Libye, Algérie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Soudan, et il a été adopté par 24 voix pour, 6 voix contre et 26 abstentions, dont celle de la France. Alors, Alain Finkielkraut, on a déjà parlé il y a quelques mois d'une résolution similaire. Donc, il n'y a rien de très nouveau dans le texte lui-même qui efface en quelque sorte la présence juive et efface les non-juifs, notamment du Kotel, du mur des lamentations et de l'esplanade du mont du Temple. En octobre 2015, l'UNESCO avait déjà classé le caveau des patriarches et la tombe de Rachel comme site musulman et palestinien exclusivement et exigé qu'Israël les retire de son patrimoine mondial. Bref, on voit que cette obsession, disons, de nier en quelque sorte, disons, l'existence de liens historiques est une vieille affaire. Est-ce que cette réécriture de l'histoire, c'est une des maladies, en quelque sorte, du monde arabo-musulman, Alain Finkielkraut? Je crains les grands mots, mais je dois dire que la résolution votée par l'UNESCO le 18 octobre est scandaleuse et désespérante. Bon. Scandaleuse. On pouvait même craindre de plus grands mots encore. Oui, scandaleuse en tout cas, parce qu'en déniant tout lien entre Jérusalem et le judaïsme, elle officialise, elle internationalise un énorme mensonge. Il ne s'agit plus seulement du monde arabo-musulman, comme vous l'avez dit. Le mont du Temple n'est plus que Haram al-Sharif et le mur des lamentations reçoit la dénomination d'Al-Bourak Plaza. Et là, je ne peux qu'approuver la déclaration de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, dire que le peuple juif n'a pas de lien avec le mont du Temple et le mur occidental, c'est dire que les Chinois n'ont aucun lien avec la muraille de Chine. Et Matteo Renzi, d'ailleurs, le Premier ministre italien, lui, dont le gouvernement, d'ailleurs, dont le représentant s'est également abstenu, a lui jugé ce texte absolument inacceptable. Alors, et cette résolution n'est pas seulement scandaleuse, elle est désespérante parce qu'elle porte un coup très dur et peut-être mortel à la paix. Elle accrédite en effet l'idée qu'aux yeux des Arabes, Israël est une anomalie historique et que donc le retour
à la normale passe par sa disparition. Comment dire la paix maintenant, quand maintenant les Palestiniens et avec eux tout le monde arabo-musulman répondent à l'occupation de la Cisjordanie par l'expropriation symbolique d'Israël. Mais juste pour être sûr de vous avoir bien compris, vous pensez quand même que cette résolution-ci marque un pas de plus important, parce qu'en réalité, j'ai pas très bien vu la nouveauté en fait. Elle marque un pas de plus parce que il ne s'agit pas simplement du caveau des patriarches. Il s'agit de Jérusalem et elle montre surtout l'insistance des Palestiniens à délégitimer l'État, le pays, la nation avec lesquels ils prétendent vouloir faire la paix. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus scandaleux et plus désespérant encore, et vous l'avez, Elisabeth, déjà souligné dans votre présentation. Alors, il faut juste peut-être rappeler un petit rappel, c'est que la dernière résolution, la France avait voté pour, et le Premier ministre s'est ensuite excusé. Voilà. Vous vous rappelez de cela, hein. Oui, et j'allais le dire. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. Alors que les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis ont voté contre un texte qui est l'équivalent de papier de la destruction des Bouddhas de Banyan. La France, vous l'avez dit, s'est abstenue. Il y a quelques mois, elle avait approuvé une résolution du même type. Cela avait provoqué quelques remous, et le gouvernement, certains de ses membres, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, avaient regretté ce vote et même présenté leurs excuses. Donc l'histoire leur offrait, le 18 octobre dernier, une session de rattrapage, ce qui n'arrive jamais. Une occasion de rachat. La France n'a pas saisi cette occasion puisqu'elle est passée du vote, simplement, du vote favorable à l'abstention. Et autre raison de se scandaliser, autre raison d'être désespéré, la pusillanimité française devant ce crime contre l'histoire est passée presque inaperçue en France. Passée, si vous voulez, comme une lettre à la poste. Permettez-moi quand même de rendre justice au passage à l'Estonie et à je ne sais plus quel est l'autre pays que vous n'avez pas cité, il y en avait 6, et il me semble qu'à l'Estonie et la Lituanie qui ont aussi voté pour. Petite nation d'Europe centrale qui savent ce que c'est que d'être une petite nation. C'est peut-être la Lettonie, d'ailleurs, et pas pardon. Donc, l'information a été presque occultée, ou en tout cas à peine commentée. Notre presse, si vigilante et si critique, n'y a vu pratiquement rien à redire. Israël, en tant que puissance occupante, est aujourd'hui tellement déconsidéré qu'il n'est même plus concevable, à quelque occasion que ce soit, de voler à son secours. Et les Juifs se retrouvent seuls. Oui, il est vrai d'ailleurs que j'ai cherché un peu les tribunes de réponse, et ce sont essentiellement des personnalités juives, dont un ancien directeur de l'UNESCO d'ailleurs. Ou bien Nadel, ou bien Tzipi Livni, voilà ce qu'on disait. Voilà. Le désespoir est accru pour les Juifs par le fait qu'ils se scandalisent entre eux. Ne pas pouvoir partager l'indignation devant cette résolution indigne, c'est une expérience terrible, et une expérience d'autant plus désolante qu'il y a un lien patent entre ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en Europe. Dans les deux cas, et là je citerai, aggravant peut-être mon cas aux yeux de certains, Patrick Buisson, l'islam est habité par le double sentiment explosif et contradictoire de la supériorité de sa civilisation et de l'infériorité de sa puissance. On devrait être capable, ça serait même, la moindre des choses, de critiquer la colonisation, de déplorer le sort fait aux Palestiniens et de voir cette communauté de destin entre l'Europe et Israël, mais il faut croire que c'est trop demandé. Mais entre eux, si vous voulez, le négationnisme, qui est, comme chacun sait,
à court dans un certain nombre, à pignon sur rue dans un certain nombre de pays arabo-musulmans, entre ces résolutions et le déni qu'on voit sur la situation française, vous voyez une relation, vous voyez une équivalence? C'est-à-dire, il y a aussi un refus de voir ce qui se passe, un refus de voir l'histoire présente. Oui, voilà. Mais ce que je crois surtout, si vous voulez, c'est que beaucoup de gens sont tellement obnubilés par l'occupation que la situation d'Israël se réduit à cette conséquence de la guerre de 67. Ils ne veulent voir rien d'autre, et donc ils sont aveugles à cette solidarité de destin qui est pourtant si manifeste entre Israël et nous. Non, mais là, il s'agit quand même d'autre chose. Il s'agit de vérité historique aussi. Il s'agit de vérité historique, mais on oublie cette vérité historique parce que elle pourrait conduire, si vous voulez, à une sympathie, une empathie envers Israël, et celle-ci ou à sa légitimation, ou à sa religion. Oui, mais une empathie, une sympathie, une légitimation qui devient quasiment impossible dans des secteurs de plus en plus vastes de l'opinion. Mais je dois dire quand même, tout n'est pas si noir. Il y a eu 2 exceptions à cette si révoltante indifférence, quelques lignes d'Yvan Rieufol dans Le Figaro, et surtout un article extraordinaire publié dans Marianne, écrit sous la plume d'Éric Conan, Extension du domaine de la solitude juive. Et je voudrais en citer 2 extraits. Le silence est parfois pire que les mots. On ne sait ce qu'il dissimule. Indifférence, lâcheté ou approbation, surtout quand il est assourdissant, comme celui qui a suivi la résolution de l'UNESCO, niant implicitement tout lien entre Jérusalem et le judaïsme. Nier, occulter ou vouloir effacer les traces des traditions qui précèdent l'islam est le réflexe des fondamentalistes. Proclamer un lieu musulman pour l'interdire aux autres, voir ce réflexe surgir au cœur de l'UNESCO crée un malaise en attestant que le drame israélo-palestinien relève moins d'un conflit entre nations que d'un combat religieux. Il ne s'agit pas seulement du Hamas, dont la charte appelle au meurtre des Juifs au nom d'Allah, mais aussi du modéré Mahmoud Abbas, adhérent à la vision islamiste d'une Jérusalem judenfrei. La mosquée Al-Aqsa, citation, et l'église du Saint-Sépulcre sont nôtres, elles sont entièrement nôtres, et les Juifs n'ont pas le droit de les souiller de leurs pieds sales. Le silence gêné suscité... C'est une déclaration de Mahmoud Abbas que cite Conan, c'est cela ? Oui, c'est une déclaration de Mahmoud Abbas citée par Conan, et le silence gêné suscité par tout cela accroît le sentiment de solitude des Juifs de France. On ne relève pas sans trouble que la quasi-totalité des protestations contre cette résolution est le fait des Juifs. La quasi-totalité, mais il y a Éric Conan. Il y a Éric Conan, et c'est une sorte de petit miracle. Cet article met du baume au cœur. Il aide à vivre. Les Juifs ne se sentent plus tout à fait seuls. Et donc je voudrais ici même en remercier son auteur. Simplement, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et là... Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'on voit revenir ce qu'on appelait le bonifacisme ? Oui. C'est-à-dire, est-ce que tout ça est inspiré par le souci de ne pas s'aliéner l'électorat musulman ? Pourquoi, à votre avis, ce revirement français ? Alors, peut-être qu'il y a cette considération cynique électoraliste, mais il y a aussi des raisons plus idéologiques. Je viens de citer ce très beau texte d'Éric Conan, laissez-moi en citer un autre, celui-là atroce, mais qu'on n'a pas le droit de dédaigner. C'est un extrait du livre d'Ouria Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire, publié par Éric Hazan aux éditions La Fabrique. Le premier chapitre s'intitule « Fusiller Sartre ». Elle commence par féliciter Sartre de la phrase la plus effroyable que celui-ci ait jamais écrite dans la préface aux damnés de la terre.
Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Elle est sartrienne, jusque-là. Malheureusement, Sartre n'est pas allé jusqu'au bout de sa pensée. Pour être vraiment du côté des... Pour être vraiment sartrien. Voilà. Du côté des damnés d'un père, il aurait fallu qu'il écrive ceci. Abattre un Israélien, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Se résoudre, voilà. Et cela, Sartre n'a jamais voulu s'y résoudre. D'où cette espèce de mot d'ordre, fusiller Sartre. Et elle rappelle que Josie Fanon, la veuve de Frantz Fanon, lui a reproché d'être resté un peu trop proche d'Israël. Et elle a donc demandé à François Maspero de supprimer la préface de Sartre aux damnés de la terre des éditions ultérieures. Il n'y a plus rien de commun entre Sartre et nous, entre Sartre et Fanon. Sartre, qui rêvait en 1961 de se joindre à ceux qui font l'histoire de l'homme, est passé dans l'autre camp, le camp des assassins, le camp de ceux qui tuent au Vietnam, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine. C'est parce qu'il n'était pas assez antisioniste, bien sûr. Exactement. Alors, on pourrait me dire, mais Ouria Boutedja, c'est pas grand-chose. Je rappelle quand même qu'elle n'est pas au pouvoir, c'est ce que j'allais vous dire. Le parti des indigènes n'est pas au pouvoir. Je rappelle quand même qu'elle était elle avait son rang de serviette à l'émission de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, que les indigènes de la République étaient au cœur de Nuit debout. Tout cela pour dire que le gauchisme renaît un peu partout, certes minoritaire, mais il a la puissance d'un surmoi sur toute la bien-pensance, et c'est un gauchisme sans juif, c'est un gauchisme dont le juif est l'ennemi. Le phénomène n'est pas seulement français, il est mondial. J'interviewais il y a quelques semaines dans Réplique, je recevais Saul Friedlander, l'historien israélien. Il me dit que la situation dans les campus américains est devenue abominable parce que BDS boycott des investissements en sanctions, il y a pignon sur rue, que tous les Israéliens, même les plus critiques de la politique d'Israël, s'y font chahuter. Il y a un très beau documentaire de Pierre Rehov, vous pouvez le trouver sur Internet facilement, qui parle notamment de la situation aux États-Unis. Je rappelle que BDS milite contre la solution de deux États. Son principal promoteur nous explique que la vocation des Juifs, c'est de vivre en minorité. Et ce que m'a dit Friedlander, et qui est pire encore, c'est qu'il y a une jonction entre ce mouvement et un autre mouvement, Our Lives Matters, nos vies comptent, le mouvement des Noirs américains. Black Lives Matter. Voilà. Black Lives Matter. Voilà. Oui. Contre les violences policières. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la détestation d'Israël est l'un des volets, l'une des composantes aujourd'hui de l'antiracisme. Les Juifs ont tout à craindre du racisme, bien sûr, mais du racisme tout aussi bien, et c'est même de l'antiracisme dans sa version contemporaine qu'ils ont le plus à pâtir. Oui, sans doute, et la détestation d'Israël commence aussi, si vous voulez, à être au cœur de certaines actions politiques. Ça, c'est aussi inquiétant. Mais oui. C'est aussi inquiétant. Et là, on rejoint votre autre hypothèse, l'hypothèse, si vous voulez, électoraliste. Plus les musulmans auront de poids dans nos sociétés, plus il faudra compter avec leur nombre, plus on verra des gens, des hommes politiques, des maires, des élus composés avec cette dimension de haine. Mais il me semble justement qu'il y a aussi beaucoup, aujourd'hui on le sait, ça s'écrit, ça se dit, beaucoup de gens protestent aussi contre cet état de choses. Donc, vous savez bien que je dois faire l'optimiste ici, cher Alain. Revenons en France où pour une fois vous avez bien voulu commenter l'actualité politique, ce qui suscite, je dois dire, ma curiosité. À en croire les médias, la victoire d'Alain Juppé à la primaire et à la présidentielle serait pratiquement faite, et depuis jeudi, ils se sont peut-être trouvés avec NKM, une nouvelle figure, plus jeune et plus rock de la bonne droite, et qui pour eux ferait peut-être un ticket idéal avec le maire de Bordeaux. Alors, avant de nous dire si ce scénario écrit d'avance vous plaît, ou vous séduit, ou vous convainc, est-ce que vous avez regardé le débat et qu'en avez-vous pensé? Oui, j'ai 7 minutes. J'ai regardé le débat, si vous voulez, parce que la politique m'intéresse. Je regrette simplement que, étant donné
la structure même des primaires, 7 candidats, chacun à son pupitre, nous vivions sous la tyrannie du chronomètre et nous nous habituions à des discours qui durent 1 minute. Peut-être que quand ils dureront un peu plus longtemps, cela va impatienter les téléspectateurs que nous sommes. Ce que je constate, en tout cas, c'est que tout le monde annonce la victoire d'Alain Juppé. Alors, et je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui fait le succès, non seulement médiatique, mais semble-t-il public et populaire d'Alain Juppé, puisque les sondages lui sont favorables, et je ne suis pas sûr que les sondages se trompent. Bon, une grande partie de l'électorat de droite lui préfère Sarkozy, mais dès qu'on demande aux Français dans leur ensemble, ils plébiscitent carrément Alain Juppé et se prépare à son élection, car on ne voit pas un candidat de gauche ou de la gauche arriver au 2e tour. Vous avez donné la réponse, c'est parce que c'est le candidat de la gauche désespéré. Oui, mais alors pourquoi ? Parce que, si vous voulez, je crois que on voit en lui la restauration possible de l'autorité présidentielle mise à mal par ses prédécesseurs. Les gesticulations du premier, les tâtonnements et les bavardages invraisemblables du second ont provoqué en France une déception et même un sentiment d'insécurité. D'insécurité symbolique. D'insécurité symbolique. Donc tout d'un coup, c'est pas tellement Chirac qu'on voudrait réélire, mais un homme qui a la stature, la dignité d'un véritable président, et à cet égard, l'âge, l'expérience jouent, contrairement à ce que croit notamment Bruno Le Maire, ou ce que voudrait croire Bruno Le Maire, jouent en sa faveur. On aura un véritable président de la République. C'est plutôt même l'image de Mitterrand et de Gaulle qui se profile. Mais, seulement voilà. Mais et est-ce que l'identité heureuse, puisque vous êtes quand même en quelque sorte, vous êtes le contre-auteur de son programme, est-ce que l'identité heureuse est pour lui quelque chose qui l'aide, d'après vous, ou est-ce que dans le fond les Français le choisiraient en dépit de ce qu'ils le sont peut-être un peu mou sur ces questions? Alors, Là, j'ai du mal à vous répondre. Parce que la veille de ce débat, ou le jour même, Alain Juppé est allé sur la dalle d'Argenteuil pour faire la nique à Sarkozy, qui avait parlé de racaille. Et il a plaidé sur la dalle d'Argenteuil pour une république du respect. Mais Argenteuil, c'était le lieu, et nous l'avons rappelé il y a quelques semaines, où avait lieu c'était le lieu où s'était produite une agression épouvantable contre un instituteur qui ramenait ses élèves de CE2 d'un cours de sport. 2 hommes en voiture s'arrêtent en le voyant réprimander une de ses élèves. Il l'interpelle et il le traite de raciste, il le jette à terre et il le roue de coups. Et cet événement, je l'ai dit, a été occulté par l'ensemble de la presse, et c'est Alain Juppé, futur président de la République, qui s'assoit dessus pour nous expliquer que le problème, c'est, encore une fois, le respect que doit la République à tous ses habitants. Et là, je m'inquiète, parce que j'ai le sentiment qu'il est en effet totalement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'une autorité si elle ne sait pas faire face à la réalité, aux problèmes, aux défis qui nous attendent? Cette autorité n'est plus rien d'autre qu'une image, un semblant. On a dit que, justement, les autres présidents sacrifiaient trop à l'image, mais là, c'est le peuple qui sacrifie à l'image de l'autorité en faisant confiance aujourd'hui, une confiance aussi aveugle, aussi naïve à Alain Juppé. Non, encore une fois, cette confiance repose plutôt sur la défiance, sur la défiance qui est portée aux autres, et sur l'idée qu'avec lui, tout de même, on sait à peu près ce à quoi s'attendre. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'à Argenteuil, il y avait beaucoup de journalistes, mais très peu de gens. Je ne sais pas si... Je ne vois pas non plus une très grande ferveur. Mais c'est sûr, il n'y avait pas de ferveur, mais c'est son discours, moi, qui m'intéresse. Cette république du respect, au moment où le lendemain de l'agression d'un professeur. Bien sûr, et des multiples agressions que vous avez évoquées il y a 15 jours. Mais ma question est, est-ce que l'électeur ne va pas finir par s'énerver? Est-ce qu'il n'y a pas, en quelque sorte, un rapt de démocratie quand on nous dit...
Si vous voulez, à chaque fois, en fait, qu'on nous dit qu'un scénario est écrit d'avance, il ne se passe pas comme prévu, Alain Finkielkraut. Peut-être. Je ne sais pas d'ailleurs, je n'en ai pas à vous opposer, ni à vous proposer. Vous avez raison. Vous avez raison, et restons, si vous voulez, prudents. L'avenir n'est pas écrit, bien sûr. Mais ce que je constate également, c'est que, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'Alain Juppé est le véritable chouchou du politiquement correct. Le jour même du débat, Le Monde avait titré sur la campagne, le financement, l'éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, sans aucun nouvel élément. C'est pas le même jour où il y a eu le papier sur Marwan Mohamed? Oui, le lendemain. À la gloire de Marwan Mohamed. La gloire du patron du CCIF. Du patron du CCIF qui nous explique que le voile islamique est une tenue française. Voilà. Et c'était en effet un papier extrêmement complaisant. Donc, il s'agit, pour un journal qui appelle en général à voter à gauche, de soutenir d'entrée de jeu jusqu'au moment des primaires Alain Juppé. En dépit, c'est ça qui est très intéressant, en dépit de son programme économique qui est aussi libéral, pour reprendre le vocabulaire en vigueur, que celui de tous ses concurrents. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le politiquement correct. Choisit Juppé parce que celui-ci fait prévaloir la lutte contre l'islamophobie sur la lutte contre l'islamisme. Et c'est de cela qu'il est crédité. Et donc je constate, si vous voulez, chez ceux-là même qui refusent de penser en termes de civilisation, qui ne veulent voir en apparence que la question sociale, je constate chez eux une véritable obsession culturelle, civilisationnelle et même ethno-raciale. Juppé est choisi parce qu'il est gentil avec l'islam, et c'est ça qui fait le critère, c'est ça qui fait, en dépit d'un programme de droite, un homme aujourd'hui compatible avec la gauche, et un homme que la gauche se prépare voluptueusement à élire, parce qu'elle a fait son deuil, disons, du deuxième tour pour elle-même. Mais c'est dit explicitement par les commentateurs. Juppé, sur les questions identitaires, il est en quelque sorte cachère. Un mot, vous vouliez dire un mot sur Jean-Frédéric Poisson? Ah, un mot sur Jean-Frédéric Poisson. Un tout petit mot, excusez-moi, on va déborder d'une demi-minute. Oui, parce que il a fait une déclaration absolument effrayante sur les lobbies sionistes, mais il a fait la plus belle déclaration lors de ce deuxième tour, ce deuxième débat des primaires sur l'école. Il a dit que le critère de l'employabilité n'avait strictement rien à faire dans l'enseignement secondaire, qu'il fallait rétablir l'amour du savoir dans sa gratuité. Cela n'a été relevé par personne, et je regrette que la vérité politique, culturelle, soit sortie de la bouche de Jean-Frédéric Poisson, et je constate que cela a été fait dans une indifférence quasi totale, celle de ses concurrents, celle des commentateurs. Voilà. Bon, et il faut bien le dire, Natacha Polony, je crois là encore, noté il n'y a pas longtemps que l'école et le désastre dont nous parlons souvent ici sont singulièrement absents de cette pré-campagne. Alors, merci Alain Finkielkraut. D'ici dimanche, on pourra réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. On peut aussi vous lire dans le Causeur de novembre que vous trouverez en kiosque. Et la semaine prochaine, c'est avec Gil Michaeli que vous commenterez le résultat de l'élection américaine. Quant à moi, je serai heureuse de vous retrouver, vous, chers auditeurs, et vous, cher Alain Finkielkraut, dans 15 jours. Dimanche Info sur RCJ. Le point info, Paul-Henriette Lévy.